Alors maintenant, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer par rapport à tous les détails que nous venons de donner sur les rois que nous avons retenus? C'est-à-dire, nous venons de parler de ces 4 rois. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Parce que j'avais dit au départ que le sujet était la fin des mauvais rois en Israël. Quelles leçons pour les dirigeants d'aujourd'hui? Mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit, je vais commencer d'abord par mon propre pays. Alors, si je prends le cas par exemple de notre pays, ou mon pays, le Congo, vous voyez qu'après son ascension inattendue, parce que c'est ce qu'on doit dire, c'est vraiment une ascension inattendue à la magistrature suprême dans notre pays, le monsieur qu'on appelle Joseph Kabila, son bilan aujourd'hui, en tout cas tout le monde le sait, à moins que ceux qui refusent de voir ou ceux qui refusent de croire pour raison d'intérêt, mais en tout cas, si on est vraiment conscient, on va dire que le bilan de Joseph Kabila jusqu'ici est criminel et puis il est catastrophique. Mais après les 13 années, déjà c'est 13 ans, depuis 2001, après 13 ans, c'est-à-dire qu'avec un bilan aussi catastrophique, parce qu'aujourd'hui, il y a un vide au sommet de l'État. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une crise de leadership dans notre pays, parce que même quand on avait encore Mobutu, on pouvait critiquer, on pouvait parler du mal de Mobutu, mais du moins, avec Mobutu, on sentait quand même qu'on a quelqu'un, hein, au moins un leader qui savait aussi parler, c'est-à-dire qu'en le voyant seulement son parler, on sait que vraiment ça c'est un chef. Donc il pouvait être mauvais, mais au moins on avait au moins un leader, hein, au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une crise, un vide même au sommet de l'État. C'est-à-dire que le bilan aujourd'hui est très criminel. Il y a des fois quand je suis les informations, je lis les nouvelles au sujet de notre pays, il y a des choses qui me font tellement mal. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais en train de lire un journal en ligne. On parle de nos militaires, plus de 850 militaires qui sont allés en Centrafrique pour la mission de maintien de paix. Vous savez ce qui se passe en République centrafricaine. Mais on dit que, en tout cas, les soldats congolais, les militaires congolais sont en train de bien se comporter sur le terrain. En tout cas, ça, c'est ce que c'est dit. Même les Centrafricains, ils sont vraiment contents de voir le comportement. Ils se comportent très bien. Très, très bien. Ils ont même été remplacés, hein, dans un coin comme ça. Ils ont été remplacés par les militaires burundais. Mais les Centrafricains ont réclamé les Congolais. Ils ont réclamé qu'on puisse remettre les Congolais. Parce que ce qu'ils ont constaté avec les Congolais, ils étaient neutres. Hein? Les Burundais, c'est comme s'ils prenaient un peu la partie des musulmans. Mais nos militaires congolais, ils étaient vraiment corrects, ils étaient vraiment justes. Ils sont appréciés. Donc, ils sont en train de faire un travail formidable. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ironie du sort, nos militaires vivent dans des conditions trop difficiles. Ils se disent même qu'ils n'ont qu'une seule tenue, chacun a une seule tenue. Ils n'ont même pas de moyens de fisc pour s'approprier des cartes de crédit, pour appeler les membres de leur famille. Ils ont même des problèmes pour se communiquer lorsqu'ils font leur patrouille là-bas. Ils ont même des problèmes pour se communiquer. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont seulement 3 jeeps, 3 vieilles jeeps avec lesquels ils sont en train de travailler. Et puis comment ils vivent? Ils les revendent de l'eau. Hein, de l'eau qu'on leur donne. Hein, parce que c'est une mission internationale. On leur donne de l'eau à boire, on leur donne des provisions. Et c'est cette eau-là qu'ils les revendent aux Centrafricains pour se faire un peu. Voilà, quelle humiliation dans tous les secteurs. Alors aujourd'hui, dans tous les secteurs, les Congolais sont en train de subir une humiliation, en tout cas sans précédent. Nous sommes en train d'être humiliés dans tous les domaines de vie, dans tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire ceux qui se sentent bien, je pense aujourd'hui, ce n'est que des profiteurs du régime. Mais d'une manière générale,
le bilan de Kabila est criminel. Mais après tout cela, vous verrez qu'il y a toujours ce refus de s'en aller. C'est-à-dire que le comportement de Saoul que nous avons critiqué ici, Saoul qui refusait de partir au moment opportun, nous verrons que Joseph Kabila aussi, malgré son bilan, malgré qu'il le sait, il est conscient qu'il est vomi par la population parce qu'il a brillé par son impopularité. C'est un homme impopulaire. Impopulaire. Là, tout le monde le sait que Joseph Kabila, il est plus qu'impopulaire au Congo. Hein? Sur toutes les provinces que nous avons, sur les 11 provinces que nous avons aujourd'hui, donc les 10 provinces plus la province ville, la province mère qui est la capitale Kinshasa. Donc, dans l'ensemble, Joseph Kabila est impopulaire. Même dans les régions qu'on croyait être siennes, par exemple les Katanga ou peut-être les Sud Kivu, parce que c'est les Katanga qui passent pour sa région et les Sud Kivu, soit ça c'est la province natale de sa mère putative. Mais vous verrez que même dans ces provinces-là, il n'a plus de place, il n'a plus pas. Alors, les bas Congo Kinshasa, n'en parlons même pas. Équateur, n'en parlons pas. Les DKC, n'en parlons pas. C'est un homme impopulaire. Il est conscient de son impopularité. Je prends seulement les cas aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de crier tout. Voilà, c'est l'ingérence de la communauté internationale qui leur pousse à publier un calendrier électoral complet. Et puis, ils veulent parler au nom du peuple. Voilà, notre peuple, notre peuple. Mais si vraiment vous êtes aimé par le peuple, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous allez demander peut-être à votre peuple, hein, vous allez dire, bon, voilà, notre peuple maintenant va se manifester dans les rues pour soutenir les actions de leurs gouvernants ou peut-être soutenir le calendrier électoral qui a été publié par Malou Malou. Mais tout cela, on parle du peuple, mais sur le terrain, on sait, on est conscient. Mais aujourd'hui, si on n'étouffait pas la volonté du peuple, si aujourd'hui on dit que, bon, on laisse maintenant le peuple se manifester pour dénoncer tous les mal qu'il pense de ces régimes, pour dénoncer tous les mal qu'il pense du calendrier électoral publié par Malou Malou, je pense que toutes les rues de Kinshasa ou toutes les rues dans les provinces seront pleines, seront archi-comme des gens. C'est ce qui va prouver qu'ils sont impopulaires. Mais comme Jéroboam qui voulait donner cette illusion qu'il est populaire en empêchant les enfants d'Israël de se rendre à Jérusalem, c'est-à-dire c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein? C'est-à-dire que ils veulent concentrer les pouvoirs, donner l'impression qu'ils sont aimés, parler au nom du peuple, alors qu'ils ne sont pas aimés. Hein? Alors, il y a le problème aussi de l'extorsion des biens qu'on a mentionné pour ACAP, c'est-à-dire c'est la même chose aussi aujourd'hui. Donc vous verrez aujourd'hui, il y a nos compagnies, vous verrez, la GECAMI, tout ça, c'est la famille de Joseph Kabila qui en profite. C'est-à-dire que voilà, cette société, c'est la famille biologique ou peut-être la famille politique de Joseph Kabila qui en profite. Donc, on pense qu'on va tout prendre, mais ils souffrent ces gens parce que quand ils voient, ici c'est la ferme de Kingantaki, là où ils s'assoient avec ces gens, ils sentent que voilà, si aujourd'hui je ne suis plus président de la République, ma ferme, je vais la laisser. Mais il va la laisser, tôt ou tard. Il va toujours la laisser. Hein? Parce que le pays n'appartient pas à une seule personne. Mais où est Kawele aujourd'hui? On parlait de Kawele, Mobutu avait construit une villa dans la forêt. Dans la forêt équatoriale, une villa, on dit une villa luxueuse. Mais aujourd'hui, il est où? Hein? Il est où? Il est parti, la villa est restée. Même si elle a été peut-être détruite en partie, mais tout ce qu'on fait dans un pays, le pays n'appartient pas à une seule personne. C'est-à-dire que malgré, comme je dis, malgré son bilan qui est catastrophique, qui est criminel, mais le monsieur ne comprend pas. Il veut toujours se maintenir au pouvoir. Hein, se maintenir au pouvoir. Donc il refuse de quitter et de s'en aller au moment opportun. Ouais. Et puis comme Jéroboam, étouffer la vérité, c'est-à-dire toutes les voix qui s'élèvent pour essayer de dénoncer les mal qu'ils pensent de ces régimes sont étouffées, tuées. Il y a
des Diomi Ndongal aujourd'hui qui se retrouvent en prison, des Coutinho qui sont en prison, des même l'autre qui sont morts. Donc, il y a une longue liste de vies qui ont été broyées au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre, ils ont voulu hausser les tons pour dénoncer le mal de ces régimes-là. Vous voyez? Et puis, comme Manassé aussi, ça dit que même le Congo aujourd'hui, on peut dire que le Congo est rempli de sang innocents. Hein? Les gens sont morts aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, Chebea est mort comme ça. Son chauffeur, si c'est Fidèle, Banaza, c'est Banaza, quelque chose. C'est-à-dire son corps n'a même pas pu être retrouvé, on ne sait pas. Voilà, donc, comme Manassé qui a rempli Jérusalem de bout en bout de sang innocent, c'est ça encore. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo est rempli de sang innocent de bout en bout. Pourquoi? C'est à cause du pouvoir. Hein? Juste à cause du pouvoir, on veut se maintenir. On veut penser que c'est comme s'il n'y a pas une fin. C'est comme si tout ce qu'on est en train de faire, c'est quoi mettre du Congo aujourd'hui, mais il n'est même pas le premier président du Congo. Il y a des présidents qui sont passés. Et Mobutu même était plus puissant, plus fort que lui. Mais il est où aujourd'hui? Hein? On a chanté pour Mobutu, on a fait des choses pour Mobutu qu'on n'a jamais fait pour lui et qu'on ne fera jamais pour lui. Mais il est où aujourd'hui? Est-ce que lui peut dire qu'il est plus grand que Mobutu en popularité, en grandeur? Il ne sera jamais. Hein? Mais Mobutu aujourd'hui n'est plus. Il a laissé même le pays avant qu'il ne meure, et puis il est allé mourir même dans une terre qui n'est pas sienne. Aujourd'hui, son corps traîne encore au Maroc. Voilà. Donc, vous voyez des choses. Mais ce monsieur, il avait accordé une interview secrète. Dans une interview que Kabila avait accordée à un journaliste français, il avait dit avoir tiré 3 leçons sur la vie de Mobutu. Hein, donc c'est ce qu'il a dit. Il avait tiré 3 leçons sur la vie de Mobutu. Alors, donc, je cite, la première leçon, il a dit, il ne faut jamais penser et il ne faut jamais essayer de penser que le pays vous appartient. 2, il faut laisser vivre la démocratie, ne la brimez pas. Et 3, il faut toujours comprendre quand il est temps pour partir. Hein? Donc ce sont les 3 leçons qu'il a dit tirer. Comme je disais, la première c'était il ne faut jamais penser, il ne faut jamais essayer de penser que le pays vous appartient. La deuxième c'était il faut laisser vivre la démocratie, ne la brimez pas. Et la troisième leçon c'était il faut toujours comprendre quand il est temps pour partir. Mais vous voyez maintenant dans son comportement, dans tout ce qu'il est en train de faire, dans ses intentions de vouloir modifier la constitution pour briguer, je ne sais pas moi, 3e ou 4e mandat, comme il fait. Alors, dites-moi un peu, quelle est la leçon qu'il a vraiment tirée? Parce que quand on tire des leçons de quelque chose, je pense que ce qui est essentiel, ce n'est pas de parler ou de dire que voilà, j'ai tiré des leçons, mais cela doit se voir en pratique, c'est-à-dire qu'en tirant les leçons, c'est-à-dire vous n'allez plus retourner sur les chemins qu'avait pris l'autre. Vous voyez? Mais quand vous faites, vous dites que vous avez tiré des leçons, mais vous reprenez les erreurs que la personne sur qui vous prétendez tirer les leçons, vous repartez encore avec les mêmes erreurs. C'est-à-dire là, ça veut dire que vous n'avez même pas tiré des leçons. Parce que c'est vrai, ça, tout le monde le sait, que Kabila qui dit qu'il ne faut jamais penser que le pays vous appartient, mais il fait justement le contraire de cela parce qu'il continue à croire, lui aussi croit que le Congo lui appartient. Hein, donc c'est ce qu'il fait. Il dit il faut laisser vivre la démocratie. Mais est-ce que Kabila laisse vivre la démocratie? Aujourd'hui, si vraiment nous sommes conscients, est-ce que Kabila laisse vivre la démocratie? Est-ce que Kabila n'entrave pas la démocratie? Kabila entrave la démocratie. C'est pourquoi on a aujourd'hui des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. C'est parce qu'il est en train d'entraver la démocratie. Vous voyez? Et puis, comprendre toujours lorsqu'il est temps pour partir. C'est vrai, il est temps pour que ces messieurs partent. Hein, si vraiment il avait tiré ses leçons, il avait mis ses leçons en pratique,
au moment où nous sommes, ce monsieur devait déjà comprendre qu'il est temps pour qu'il s'en aille, parce que les temps ne sont plus bons pour lui. Il y a des signes qui montrent qu'il est déjà à la fin de son régime, à la fin. Mais vous voyez, comme je dis, il s'accroche, comme j'avais parlé de Saoul. Saoul, son grand problème, c'est qu'il n'a pas voulu quitter le pouvoir au moment opportun. C'est-à-dire c'est ce que Kabila est encore en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il manque l'occasion. Il a déjà manqué l'occasion où il pouvait sortir calmement et s'en aller calmement. Mais comme tous les autres rois dont nous avons parlé, c'est-à-dire qu'ils ont résisté, mais tout cela, ça ne leur a amené que des difficultés, d'autres problèmes encore graves en rapport avec leur fin. Ouais, on dit toujours que une ambition dont on n'a pas les compétences, c'est un crime. Hein? Quand on a des ambitions sur quelque chose et qu'on n'a pas de compétences sur ces pour lesquelles on a des ambitions et on n'a pas de compétences sur ça, c'est-à-dire c'est un crime. Hein? Donc, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, que moi j'ai toujours traité ces messieurs de criminels, et si voilà encore une autre raison, parce que peut-être il y a des gens qui peuvent demander pourquoi tu l'appelles criminel. Ici encore, une faute encore qui lui qualifie directement de criminel, parce qu'il a des ambitions pour être quelque chose, pour être président, mais il n'a aucune compétence de l'être. Donc ça, il n'y a pas de discussion à ce sujet-là. Tout le monde le sait qu'il y a un vide, il y a vraiment un vide, il y a une crise de leadership aujourd'hui dans notre pays. Hein? Ouais, mais dans tout cela, on se croit toujours être fort parce que on a des soldats qui font sa sécurité, on les paye, on fait ceci, on corrompt les gens par-ci par-là, juste dans le but de vouloir se maintenir au pouvoir. Hein? Dans le but de vouloir se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, c'est quand même grave d'entendre certaines choses. Par exemple, nous qui parlons un peu comme ça, il s'est dit que, voilà, vous qui parlez du mal de Kabila, vos photos sont affichées au niveau de l'aéroport. Tu vois, ces genres de raisonnements, ces genres de réflexions, aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens peuvent encore penser comme ça. Les gens peuvent encore avoir des agissements comme ça. Donc, cela montre le niveau même des gens qui nous gouvernent dans notre pays. C'est-à-dire que ça, c'est le XXIe siècle, où il doit y avoir confrontation des idées, où on doit comprendre, même pas XXIe siècle, même avant, mais c'est-à-dire qu'au moment où nous sommes, en réalité, ce n'est plus le moment où on doit faire des prisonniers d'opinion, quand nous appelons République démocratique du Congo. Donc ça, c'était non seulement, mais en réalité, il n'y a aucune démocratie chez nous, dans notre Congo. Voilà. Donc, pour dire que ces messieurs, on peut les laisser. Pour moi, je peux dire que même si on ne fait pas pression sur lui, il ne faut pas modifier la constitution, mais même si on lui laisse briguer autant de mandats qu'il fait, 14 mandats, 15 mandats, président sa vie comme il le souhaite, mais dis-moi un peu, est-ce qu'il n'y aura pas de fin? Il y aura toujours une fin, quel que soit le cas, comme j'avais dit au début de cette vidéo, qu'il y a un commencement et une fin pour chaque vie ici sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, on est en train de préparer notre fin, soit dans le bon ou soit dans le mauvais. Mais il y a une fin. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité qu'aucune personne ne peut caractériser. Même si ça choque, même si ça vous énerve, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il y a une fin pour toute vie ici sur la terre. Alors, ce qui serait mieux, ce qu'on peut faire aujourd'hui, en réalité, c'est préparer cette fin. Mais dommage, comme j'ai dit, que toutes les erreurs que nous avons mentionnées au roi que nous avons cité, ce sont les mêmes erreurs que nos dirigeants d'aujourd'hui sont encore en train de commettre. Hein? Ils tombent encore dans les mêmes erreurs. Et comme j'ai dit, que c'est comme Saoul qui croyait être grand, qui tuait, qui assassinait. C'est comme Jéroboam qui voulait aller à l'encontre des principes divins, et puis on lui dit la vérité. Il veut arrêter la personne, les prophètes qui lui disent la vérité. C'est comme Akab qui a commis cet acte criminel, en faisant tuer Naboth et en prenant
sa vigne de force après qu'il ait mouru. Donc vous voyez ce genre d'histoire. Et puis Manassé aussi qui a commis beaucoup de crimes, qui a rempli Jérusalem de sang innocents. Donc tout cela, il se croyait être grand à ce moment, mais il y avait quand même une fin. Donc ce sont des leçons en principe que nous devions tirer, parce qu'il y a des hommes qui ont existé, qui ont été même plus puissants, plus forts que nous, mais il y avait quand même un moment où il devait aussi passer. Vous voyez, donc qu'on le veuille ou pas, ça c'est une réalité. Alors donc c'est comme j'avais dit, c'est ce qui était le sujet de notre exposé d'aujourd'hui. Donc la fin des mauvais rois en Israël, quelles leçons pour les dirigeants d'aujourd'hui. Nous avons montré au début qu'il y a une fin pour toute vie. Nous avons montré comment les rois se sont introduits en Israël. Et puis nous avons parlé du schisme, où il y a eu séparation du royaume en deux, et puis les rois qui se sont succédés par-ci, par-là, c'est-à-dire dans les deux royaumes. Nous avons cité quelques rois, nous avons tiré quelques rois parce qu'on ne pouvait pas parler de tous les rois. Nous avons mentionné quelques 4 rois dont nous avons parlé, ce qu'ils ont fait, leur comportement et comment était leur fin. Et puis nous avons parlé un peu des leçons que nos dirigeants devaient tirer en principe de ces situations que nous venons de citer. Donc que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, vous qui nous encouragez. Et nous croyons qu'à la prochaine, lorsque nous aurons encore l'évidence qu'il y a quelque chose que nous pouvons partager avec vous, nous ne manquerons pas de venir vous les proposer. Et que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse aussi avec cette œuvre que nous sommes en train de faire. On va se voir à la prochaine. Merci. Au sommet de cette nation, que la lumière, Seigneur, brille, oh Dieu. Ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer que seul Jésus restaure.